Parlons plus et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux. Salut JD. Salut Catherine. Bon alors moi je t'appelle JD mais tu t'appelles Jean-Daniel Zamor. Ouais, mais je préfère JD. Mais tu préfères JD, c'est pour les intimes, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tout le monde Ok, JD. appelle-le JD alors. Ok, très bien. JD, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle JD du coup, et j'ai 29 ans, j'ai plusieurs casquettes. J'ai été notamment connu à l'international pour avoir été le président d'un collectif de livreurs à vélo sur Paris. Ça nous a apporté pas mal de choses pour les livreurs. On a pu défendre pas mal de choses et on a eu une reconnaissance internationale. J'ai eu la chance d'être à la une du New York Times. J'ai aussi pu être dans le top 28 de Politico, des personnes qui avaient changé l'Europe en 2020. Ça a été le Covid, mais c'est pas grave. Et voilà, et aujourd'hui, je fais des conférences un peu partout dans le monde. Voilà, c'est à peu près ce que je fais aujourd'hui. Ok. En 2020, qu'est-ce que tu as fait concrètement qui a causé un impact et qui a fait que tu étais dans la une du New York Times? C'était en 2019, parce qu'en 2020, j'étais confiné. Mais, Très bien, en 2019, excuse-moi. En 2019, la une New York Times, c'était parce que j'étais un lanceur d'alerte sur la question des travailleurs sans papier qui se faisaient exploiter. Donc on avait deux types de travailleurs qui se faisaient exploiter. On avait des sans-papiers qui travaillaient pour d'autres personnes, donc des livreurs qui peuvent être souvent des étudiants, donc des gens entre 20, 21, 22, 23 ans, qui avaient un compte Uber Eats et qui décidaient de le louer à d'autres personnes, donc du coup à des sans-papiers. Et ils leur prenaient, ça dépendait des fois, mais c'était entre 70 et 30% de leurs revenus. Donc c'était déjà de l'exploitation, donc c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et là où ça s'est empiré, c'est qu'il y a des gens qui, du coup, ne payaient pas du tout ces travailleurs-là, et du coup, on était dans une situation d'esclavage pur et dur. Et donc, du coup, avec le New York Times et d'autres journalistes, en fait, j'étais surtout connu pour faire des enquêtes où j'essayais de m'infiltrer et essayer de comprendre ce système-là, etc. Et du coup, la rédactrice en chef du New York Times Europe avait apprécié ce que j'ai fait, donc du coup, pour me remercier, elle avait mis ma photo à la une. Le sujet devait être à la une, mais c'était pas forcément ma tête qui devait y apparaître, mais pour remercier des risques que j'ai pris, c'est ce qu'elle a fait. Donc voilà. Quel risque t'as pris? En fait, ce qui se passait, c'est que c'était de plus en plus des groupes organisés qui essayaient de faire travailler ces sans-papiers pour essayer d'en profiter au maximum. Et du coup, moi, ce que j'essayais de faire, c'était de rendre ça public en faisant des caméras cachées, en essayant de parler avec les sans-papiers, pardon. Et voilà. Donc, du coup, c'était plein d'enquêtes où je jouais le rôle du sans-papier. Et donc voilà, c'était assez dangereux. Ma mère n'était pas hyper fan. J'imagine. Ma copine non plus, mais voilà, c'était quelque chose qui, je pense, devait être fait, puisque voilà, c'est quelque chose contre lequel on doit lutter. C'est pas un acquis, la fin de l'esclavage en France. Et c'est-à-dire, c'est pas tout à fait fini encore aujourd'hui. Et je pense qu'il faut lutter. Voilà, c'est comme tout, comme dans toutes les relations, il faut savoir lutter. On parlera de ça après. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, JD? Je pense que c'est mes principes en vrai. Genre, quand j'ai appris qu'il y a eu. Ça a commencé avec les mineurs de base. Avant les sans-papiers, c'était les mineurs qui étaient concernés. Et le problème des mineurs, c'est qu'ils ont des parents. Et donc, du coup, quand les mineurs finissaient par être déscolariser parce qu'ils faisaient trop de livraisons, les parents commençaient à s'inquiéter, à remonter le fil du problème. Et ça posait problème aux personnes qui louaient. Alors que le sans-papier, personne n'est là pour lui. Lui, il ne va pas aller voir la police parce qu'il a peur de la police. Et donc, du coup, on s'est de plus en plus tourné vers lui. Mais je me rappelle qu'à l'époque, la première personne que j'avais vue, non, la plus jeune personne que j'ai vue, elle avait 10 ans. Donc, déjà que c'était physique pour moi qui avait 20 ans et qui était quand même assez sportif, etc. De me dire que des gens de 10 ans faisaient ce travail-là avec les mêmes vélos, etc. Du coup, c'est vrai que ça m'a choqué et je suis du genre à pas aimer faire celui qui n'a rien vu. Qui ferme les yeux, ouais. C'est ça. Je préfère agir, quitte à avoir des conséquences lourdes. Je préfère pouvoir me regarder dans les yeux que de regarder le sol. Voilà. Quels sont tes principes? Alors,
J'en ai un, un principal, il vient de Kant. C'est de toujours voir les gens comme des fins et jamais comme des moyens. Ça, c'est mon principe principal. Et je pense que c'est vraiment un principe qui se suffit à soi-même. Si on finit par voir les gens... Non, j'en ai deux en réalité. Mais, mais du coup, par rapport aux autres, c'est vraiment ce principe d'essayer de voir les gens comme une fin et pas comme un moyen. Chercher le bonheur des autres et pas essayer d'en tirer quelque chose. Je pense que ça change vraiment radicalement la vie. Et que paradoxalement, on est plus heureux, je pense, quand on vit comme ça, que quand on attend des choses des gens. Puisqu'en fait, à ce moment-là, notre bonheur en fait, est entre les mains de chaque personne. Et du coup, forcément, ça va pas forcément aller aussi bien qu'on voudrait. Et ça va créer de la frustration. Alors que si on se contente de juste être là pour aider les gens, ben, ça dépend que de nous, en fait. Ça dépend que de notre capacité à aider et pas forcément des retours. Parce que quand on aide, il faut savoir que il n'y a pas tout le monde, et d'ailleurs, la majorité des gens ne seront pas forcément hyper reconnaissants ou oublieront vite ce que vous avez fait. Et si vous le faites pour que ça paye, ben, être gentil, ça paye pas. Et c'est la beauté du truc, en fait, c'est que ça paye pas. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est gratuit. Est-ce que c'est possible de ne rien attendre des autres? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'il faut du travail. Je pense qu'il faut... C'est pas quelque chose qu'on acquiert en 1 ou 2 jours. Ça prend des semaines, des mois, ou ça dépend des personnalités de chacun aussi. Il y a des gens qui l'ont peut-être de façon plus innée que d'autres. Mais je pense qu'on est tous capables de le faire. Je pense qu'on est aussi dans une société où on nous a appris à vraiment consommer les gens et vraiment attendre quelque chose. Mais je pense que dans toutes les relations, on peut finir par vraiment, vraiment ne pas chercher son propre bonheur et vraiment s'oublier. Et pas d'une façon malsaine où on se détruit, etc. Mais vraiment s'oublier dans le sens où on va vraiment chercher l'intérêt de l'autre. Et il faut aussi prendre en compte que si on veut aider cette personne, il faut aussi qu'on s'aide nous parce que si on s'use en bout de 2 semaines, on ne sera pas très utile à cette personne très longtemps. Donc il y a une sorte de lien qui se crée qui fait que c'est une sorte de cercle vertueux. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, sur le fait de la société nous apprend à de plus en plus consommer l'autre un peu vis-à-vis de notre intérêt. Moi, j'ai l'impression que justement, c'est un peu le contraire dans le sens où en fait, l'homme, il a déjà appris à faire ça naturellement. C'est-à-dire que je crois que l'homme, moi c'est ce en que je crois, que l'homme est fondamentalement égoïste parce que c'est le principe même de la survie. Donc il va tout faire pour soi et jamais rien pour les autres si ça ne l'avantage pas. Alors, je pense que pour dire des trucs comme ça, il faut essayer de prendre un point de référence. Et si on prend un point de référence, on va prendre du coup tous les autres animaux, du coup, et l'homme et l'humanité sont probablement l'existence qu'on a qui est la plus altruiste. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui pleurent pour des gens qui ne connaissent pas. Il n'y a pas il n'y a pas autant d'entraide qu'on peut avoir au niveau des autres animaux, etc. Enfin, on a vraiment une espèce qui est vraiment extrêmement altruiste par rapport aux autres. Donc, je pense que fondamentalement, l'homme peut être, et c'est pour ça que je dis qu'effectivement, ça demande un travail sur soi, parce que je pense qu'on a dans une sorte de nature profonde une capacité à être assez égoïste, à penser à soi, et on le voit avec les enfants. Les enfants sont très souvent très égoïstes et très égocentrés, mais on voit aussi qu'avec l'éducation, en fait, on a une partie qui est beaucoup plus cartésienne, et qui, elle, est en fait le don de l'humanité. Enfin, je pense que c'est la plus grande chose qu'on puisse avoir, c'est on n'est pas forcé de subir nos origines, nos pensées, etc. On peut en fait cadrer nos pensées, on peut se créer un cadre pour pouvoir être heureux. Je pense que la vraie force, ce que je considère quelqu'un comme fort, c'est quelqu'un qui va réussir à pouvoir contrôler ses émotions, qui n'est pas dépendant de aujourd'hui je me sens énervé donc je vais être énervé, aujourd'hui je me sens triste donc je vais être triste, mais qui est capable de dire non, aujourd'hui je mange, je bois, j'ai vraiment beaucoup de chance et il faut que je prenne conscience de ça, tu vois. Et je trouve que il y a beaucoup de gens qui le mettent sur leur statut Facebook, sur Instagram et tout, des belles phrases, etc. Et je trouve qu'il y a très peu de gens qui ont la capacité de vraiment comprendre la chance qu'on a, en fait. Genre, ne serait-ce que juste être en France, pouvoir manger à sa faim, boire, etc. Enfin, je sais qu'il y en a plein, en fait, même en France, qui n'ont pas cette chance-là. Et je pense que c'est facile de le dire, oui, finis ton assiette parce qu'il y a des gens qui meurent de faim dans d'autres pays, etc. Mais de vraiment conscientiser cette chance-là,
eh ben ça demande de l'effort et ça c'est pas inné puisqu'on a tendance à voir ce qui nous manque. C'est un réflexe de survie. On voit tout de suite le danger. Si par exemple cette vidéo fait, je sais pas moi, 1000 commentaires et qu'il y en a un qui est mauvais, ben, celui-ci va t'empêcher de dormir. Pas moi. Pas toi. Mais, oui. Mais attends, mais d'ailleurs, le pas moi, il est intéressant parce que j'allais te poser la question de savoir si tu te considères plus comme d'origine cartésienne ou alors émotionnelle. Alors, je suis d'origine hyper émotionnelle. Je suis un grand stressé, etc. Et je suis toujours surpris quand je revois cette partie stressée de moi, quand je change de travail, etc. et que j'y arrive pas, je me revois stressé. Ou quand je fais des nouvelles recettes aussi. Ça fait beaucoup à ma copine, mais c'est vrai que... Parce que tu cuisines beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais je suis toujours stressé quand je fais des recettes très compliquées et pour des gens. Et j'adore en fait réussir à revenir sur ce stress et me convaincre que, ok, c'est des entraînements, en fait, c'est comme la salle de sport. Tu stresses ton muscle et tu l'habitues à plus d'intensité à chaque fois. Et donc, du coup, j'aime me mettre dans des situations de stress, même si aujourd'hui, il y a beaucoup moins de situations de stress qu'avant, enfin, de situations qui peuvent me faire stresser qu'avant. Ben, j'essaie quand même de trouver des nouvelles situations qui vont me faire stresser pour que j'ai une tolérance au stress plus grande, plus grande, plus grande, plus grande. Parce que, j'ai des projets qui font que je vais être amené à avoir à supporter beaucoup de stress, ne serait-ce que des conférences où je dois parler devant des centaines de personnes, etc. Ou quand on était sur New York Times, quand on faisait des grèves, etc. C'était quand même des choses qui étaient intenses. J'ai souvent été mal à l'aise devant la caméra. Et du coup, j'ai appris du coup, à me battre contre ça pour pouvoir ne pas m'empêcher de faire ce que j'aimerais faire. Je ne veux pas être une limite à moi-même. Comment est-ce que tu balances l'esprit cartésien et l'esprit émotionnel? Comment est-ce que tu sais le balancer? Est-ce que tu as des outils? Comment est-ce que tu fais? Alors moi, j'ai toujours cette image de l'esprit cartésien pour moi. Enfin pour moi, voilà, ce que j'aime bien dire, c'est on a deux forces en nous. Donc on a l'esprit cartésien, comme tu l'appelles, et du coup l'esprit émotionnel. Et moi, j'aime bien appeler l'esprit émotionnel, c'est le mini-JD, c'est notre enfant en nous, etc. Et cet enfant, en fait, il faut vraiment le traiter comme un enfant pour moi. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience qu'il peut être dangereux pour lui-même. Mais il est souvent dangereux pour lui-même. Et qu'il faut lui créer un cadre. Donc du coup, une maison, avec un grillage, etc., où on sait que cet enfant pourra s'épanouir sans aucun souci. Donc ça, c'est vraiment le but du rôle cartésien, c'est d'être le parent de cet enfant et du coup de créer cette maison, ce cadre, de trouver en tout cas ce cadre. Et du coup, moi, je l'ai trouvé, c'est souvent avec mes meilleurs amis. Du coup, je suis très sélectif par rapport à mes meilleurs amis. Et je sais que dans ce cadre-là, je peux laisser le petit JD sortir, et il n'y a aucun souci, il n'y a aucun danger. Après, voilà, le truc, c'est que c'est vraiment, je pense qu'il faut réussir à trouver du coup les bonnes personnes qui peuvent permettre à cet enfant de sortir, ou cet enfant peut se permettre d'être lui-même. Et du coup, à chaque fois que j'hésite à m'ouvrir à ce point-là à une autre personne, je me pose toujours la question, est-ce que je lui confierais mon enfant si je devais mourir? Ce petit JD, c'est mon enfant, c'est moi. Ah, c'est magnifique. Et donc du coup, je pense que quand on est capable de dire, ok, je confierai mon enfant sans aucun problème à cette personne-là, et ben à ce moment-là, on peut s'ouvrir aux gens. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut vraiment prendre le temps. Et le temps, c'est notre meilleure arme, parce que notre côté émotionnel est hyper fort, hyper vite. Mais il n'est pas endurant. Il n'a pas de cardio, il n'est pas endurant. Alors que notre côté cartésien, et lui, comme disait Périclès, il prend le temps de la décision est toujours très long, mais il est nécessaire. Et le problème, c'est que du coup, il y en a un qui va beaucoup plus vite que l'autre. Et nous, notre rôle, ça va être juste de stopper l'esprit, l'enfant, et de juste l'empêcher de prendre des décisions. De dire, attends, on va voir ce que tes parents en pensent. Et quand les parents ont pris leur décision, et là, on peut y aller. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'être aussi heureux aujourd'hui, je pense. Est-ce que des fois, tu as eu le sentiment que tu as laissé le petit JD sortir avec des personnes, mais que ces personnes t'ont trahi? Ça arrivait une fois, ouais. Et après, je m'assois devant le petit JD, je lui dis, ça arrive, comprends. Mais des fois, il faut tenter. On a réussi beaucoup de fois et on apprend. Mais il n'y a pas de solution miracle. Je suis humain et je fais des erreurs, j'en ferai. Le seul truc que je peux faire, c'est limiter mes risques. Par exemple, c'est comme les étudiants, par exemple. Si on prend des étudiants et qu'on cherche, on prend des élèves
de troisième et ils cherchent tous à avoir, je sais pas moi, 3 000 € par mois. Certains vont essayer d'être entrepreneurs, ils vont quitter l'école au lycée, et d'autres vont essayer d'aller le plus loin possible dans les études. Certains entrepreneurs réussiront peut-être à toucher les 3 000 € par mois. Mais en termes de gestion de risque, c'est forcément le plus grand nombre, ça sera du côté des étudiants. Ben, moi, mon but, l'esprit cartésien, c'est de minimiser les risques. Donc du coup, je sais que par exemple, si on parle de relations, je sais que les études que j'ai pu lire montrent que ben, plus on attend avant de sortir avec quelqu'un, plus en fait il y a de chances que le couple dure et qu'il soit heureux. Et donc ça, il y a plein de gens qui le savent, enfin, c'est quelque chose qui tente beaucoup, mais notre enfant, quand on le laisse sortir, lui forcément, il est tout de suite amoureux, il veut voir, et on sait tous qu'il y a une grosse partie d'illusion dans cette histoire-là, mais on veut y croire à chaque fois. Et moi, ma solution, c'est plutôt de mettre des règles assez strictes pour empêcher cet enfant de sortir et de faire des bêtises. Je pense que tu as utilisé le meilleur exemple, justement, que c'est dans la rencontre de quelqu'un d'autre dans un cadre de couple ou alors amoureux. C'est, je pense, là, le plus dur où tu dis non, mon petit enfant, faut pas que tu sortes tout de suite, alors que l'enfant, il est juste acharné et veut sortir de sa maison. Et en fait, il veut exploser parce que, comme tu dis, en effet, au début, je sais pas si, ouais, c'est sûrement de l'illusion, mais il y a beaucoup d'extase. Je pense qu'il y a aussi énormément d'hormones qui viennent jouer avec la nouveauté, etc. Et donc, t'es persuadé que c'est l'homme ou la femme de ta vie et que tu vas aller toujours super rapidement, et c'est super dur de contenir là ton enfant, et justement c'est à ces moments-là où c'est très dur de le contenir. Comment est-ce que tu fais? Alors après c'est comme si je te disais, genre tu vas à la salle de sport pour la première fois et tu vois quelqu'un soulever 100 kilos, tu te dis mais c'est hyper dur, mais comment tu fais? Il a commencé comme toi en fait, il faut que tu commences petit, enfin, genre chaque petit combat où tu fais une crise, etc., ou pour un truc nul en fait, genre je sais pas moi, tes parents t'ont pris la tête et tu fais une crise et tout, tu dis ah, tiens, une occasion de renforcer l'esprit cartésien. Donc du coup, tu essaies de relativiser. Et c'est en musclant ton esprit cartésien de la sorte que du coup, à un moment donné, tu vas te retrouver à être passionnément intéressé par quelqu'un, et tu vas dire au petit, laisse-moi voir, reste à la maison, laisse-moi voir ce qui se passe là-bas. Et si c'est safe, je te laisserai sortir. Mais est-ce que ce serait pas, par exemple, pour une personne passionnelle, une personne qui est super émotionnelle, se dire, je vais limiter cette passion et cette émotion, ça veut dire que je veux pas vivre la chose à 100% et c'est pas moi? Alors, le risque, c'est, parce que du coup, on peut dire que c'est possible, hein, je me suis posé la question pendant longtemps. Alors, j'ai appris deux choses. Premièrement, c'est pas forcément vrai. J'ai trouvé que les relations où, du coup, j'ai attendu, etc., étaient celles qui ont été déjà, les plus passionnelles. Et la passion a duré beaucoup plus longtemps, parce que j'ai appris à aimer ces gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qui... Enfin, du coup, c'est ce que j'appelle... il y a l'amour pour soi et l'amour en soi. Et donc, l'amour pour soi, c'est en général l'amour passionnel, c'est du coup voir quelqu'un comme un moyen, et cette passion qui est « Ah, mais cette personne, elle est trop bien, elle est trop belle, etc. » En général, c'est des trucs qui me plaisent à moi. Mais quand tu apprends à apprécier cette personne pour ce qu'elle est, pour ce vers quoi elle veut tendre, et que tu veux du coup l'accompagner le plus possible vers ce bonheur, et bien là, cette passion est beaucoup plus grande, parce que du coup, c'est une personne que tu admires. En fait. C'est pas une personne que tu convoites forcément, mais c'est une personne que tu admires réellement. Donc tu aimes juste ce qu'elle est, et pas ce qu'elle peut t'apporter ou ce qu'elle représente pour toi. Et je trouve que du coup, à ce moment-là, tu grandis, parce que tu grandis avec cette personne, tu as envie de voir grandir cette personne. Chaque victoire de cette personne est une victoire pour toi aussi, etc. Et c'est vraiment, je pense, l'amour le plus pur qu'on peut avoir, parce qu'on a beaucoup de types de relations. On a le type de relation familiale qui, alors je vais pas, j'adore ma famille, etc., mais c'est pas l'amour le plus pur, dans le sens où il est basé sur un pour soi de base. Enfin, j'aime mon neveu ou ma nièce parce que t'as déjà un cadre, un statut de c'est ma famille, donc il y a de l'amour. Ils ont rien fait de spécial pour mériter mon amour, ils ont juste partagé mon sang. Donc ça n'empêche pas que j'ai une très belle relation avec eux, ou que j'ai très belle relation avec mes parents, ou avec mes frères et sœurs, etc. Mais c'est juste que je les ai pas aimés pour eux de base. On nous a dit, aimez-vous, et on s'est aimés. Alors que les relations amicales et amoureuses, c'est choisi, quoi. La relation amicale, pas amoureuse pour le coup, la relation amicale est pour moi la plus pure. La relation amoureuse, quand elle est basée sur de l'amical, elle est pure. Parce que de base, quand il y a de l'amitié, etc., mais là, je parle vraiment de meilleurs amis avec des critères précis. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui veut ton bien, quelqu'un qui t'aime pour ce que t'es, et quelqu'un qui n'est pas non plus toxique, à vouloir t'isoler, à vouloir
que tu l'aimes plus que tout, etc. C'est vraiment quelqu'un qui veut ton bien. Et donc, ce type de relation, ils ont l'avantage d'être vraiment basé sur « je veux que tu sois heureuse ». Et pour moi, il y a 3 types de relations. Du coup, il y a la relation moyen-moyen. Donc, ça veut dire que les 2 personnes se voient comme des moyens. C'est pas forcément négatif. Hein. Par exemple, quand je vais voir un caissier, eh ben, lui me voit comme un client, moi je le vois comme un moyen de payer mes gâteaux. Et donc, du coup, ça, c'est une relation moyen-moyen. En termes de relation de couple, ça peut aussi se faire. C'est pas la plus toxique d'ailleurs. La pire, c'est celle d'après. La pire, c'est du coup la relation moyen-fin. Alors, donc, du coup, c'est une personne qui voit la personne comme un moyen et l'autre qui la voit comme une fin. Alors, le problème, c'est que la personne qui va voir l'autre comme un moyen va avoir tendance à détruire la personne qui voit l'autre comme une fin. Elle va en user à mort jusqu'à ce que l'autre soit totalement épuisé, etc. Et du coup, celle-là, ça peut être la plus toxique. Est-ce que tu aurais un exemple? Je sais pas, moi, par exemple, on va prendre un stéréotype du meilleur ami qui est amoureux de sa meilleure pote, mais qui, elle, voit juste le moyen je sais pas moi, d'avoir de l'attention, etc. Et quand elle a besoin de quelque chose, c'est-à-dire ça va dans les 2 sens. Hein. Je suis pas en train de dire que, je suis pas en train de dire que mais il y a cet exemple-là, ou alors les mecs qui, pour contrebalancer, les mecs qui utilisent aussi les filles pour certaines choses et qui, du coup, alors que la fille est hyper amoureuse et voilà, si on part dans les stéréotypes, on peut prendre ces 2 types de relations. Et là, on se trouve dans une relation fin moyen où la fille est prête à tout pour ce mec et le mec, lui, ne voit que son intérêt et quand ils sont un peu seuls, il revient voir la fille. Et du coup, voilà, c'est vraiment ce genre de relations-là qui sont potentiellement très toxiques. Et la relation la plus rare et que je suis fan de cette relation, et j'ai eu la chance d'en avoir quelques-unes dans ma vie, c'est la relation fin-fin, du coup. J'imagine que vous avez compris. On avait suivi le processus logique. Mais du coup, la relation fin-fin qui est du coup, c'est une relation intriquée, dans le sens où je veux ton bonheur, et donc du coup, je vais tout faire pour que tu sois heureuse, mais comme toi, tu veux mon bonheur et que tu veux que je sois heureux, dans ce cas-là, je dois être heureux pour te rendre heureuse. Et toi, et donc du coup, en fait, c'est une relation qui fait que, dans la théorie, il n'y a pas de... Tant qu'on reste dans ce type de relation, il n'y a pas de frottement. Et en fait, c'est juste une relation qui se nourrit d'elle-même. Chacun veut le bonheur de l'autre. Et on est obligé de vouloir son propre bonheur parce que l'autre veut le nôtre. À partir de quel moment tu te dis « Ah là, je suis passée de l'amour de... Enfin, je perçois la personne comme un moyen et maintenant comme une fin ». À quel moment tu sais que c'est le cas? Alors, non, je n'irai pas jusqu'à là parce qu'il y a toute une théorie philosophique là-dessus. Mais ce sera trop long à expliquer. Il y a une singularité. On peut penser qu'il y a une singularité. Moi, j'ai tendance à dire que ça se fait comme tout, en fait. Genre, au début, on ne sait pas conduire. À un moment donné, on sait conduire, mais il n'y a pas eu un moment un flash où tout est arrivé, en fait. Il faut laisser le temps au temps. Et il ne faut pas attendre un gros moment, un gros flash où tout va paraître clair comme dans les films. Il faut laisser le temps au temps. Et à un moment donné, moi, ce que je fais, c'est que je me laisse toujours, avant de sortir potentiellement avec quelqu'un, je me laisse 2 conditions impératives. Premièrement, il faut 1 an un an entre la rencontre et le moment où je peux commencer à sortir avec elle. Et la deuxième chose, c'est que faut que je considère cette personne comme ma meilleure amie, donc avec tous les critères que ça implique. Pourquoi 1 an précisément? Parce que ça pourrait paraître super long, pour notamment notre génération, avec des gens qui aujourd'hui, après s'être rencontrés 1, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, se mettent ensemble. Toi, c'est 1 an, ce qui peut paraître ultra long. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide que les gens qui se mettent... J'ai beaucoup de critiques par rapport à ça, que les 1 an c'était trop long, etc. Et en général, les gens qui s'énervent le plus sont les gens qui ont tendance, dans ma vie, je ne parle pas des gens en général, qui ont tendance à avoir aussi tendance à sortir avec des gens au bout de 1 ou 2 semaines. Et ce qui me fait rire, c'est que aujourd'hui, j'ai genre 12 années de couple et ces gens en ont beaucoup moins que moi. Et la différence vient du fait que, ce que ma copine adore dire, c'est il y a le choix entre 2 personnes. Une personne qui met 5 minutes dans un restaurant, qui met 5 minutes à choisir son menu, et une autre qui choisit un menu, enfin son plat au bout de 5 secondes, mais qui dès que le plat arrive, le rejette,
recommence au bout de 5 secondes et en fait n'a jamais pris le temps de lire le menu et juste regarde le titre, oh un hamburger ça va pas mal et elle le prend, en fait j'ai pas le fromage, elle change et du coup ben ça implique deux choses en fait quand on choisit en fait, il faut savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et deux ce qu'il y a à manger en fait. Et donc enfin je dis ça mais faut pas consommer les gens. Hein. Mais ouais voilà, c'est une caricature hein, évidemment, c'est imagé. Mais du coup non je parlais par rapport aux moyens etc. Mais du coup je pense c'est un double travail. Il faut savoir, de ce qu'on veut réellement, parce qu'il y a plein de gens aussi qui tombent sur la bonne personne parfois, et qui se rendent compte qu'après, parce qu'en fait, ils n'ont jamais fait ce travail d'introspection. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment prendre du temps, parce que il faut savoir, ce qu'on veut, ce qu'on est prêt à accepter, parce qu'il y a aussi une question de timing aussi. Parfois, on peut rencontrer la bonne personne, mais on part à l'international, on voyage beaucoup, on n'est pas prêt, on se remet d'un trauma, etc. Il y a un travail à faire sur soi. Enfin, je pense que ça, c'est trop sous-estimé. Enfin, de moins en moins. Je pense que les gens se rendent de plus en plus compte qu'il faut travailler sur soi. Mais ouais, il y a un travail à faire sur soi. Et le deuxième truc, c'est que ces gens-là, ces gens qui me critiquaient énormément sur le fait qu'un an, c'était long, mettent beaucoup plus de temps à avoir une relation long terme. Et surtout qu'à la fin, on a deux critères totalement différents. Moi, par exemple, je suis très exigeant sur ce que je veux en couple, etc. Et ces gens-là sont juste contents parce qu'ils ont un couple long. Genre, c'est l'exploit, en fait. C'est comme... En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que souvent, la réflexion que j'ai, elle ne poserait pas de problème si on parlait des études. Si on te dit, je vais faire bac plus 5, etc., on va dire, mais très bien, prends ton temps, essaie de savoir ce que tu veux, essaye de voir le monde du travail, fais des stages, comprends ce qui se passe et avant de choisir et te fonce pas tête baissée. Alors que si quelqu'un te dit je vais arrêter mes études là, je vais faire l'intérim, on va dire t'es sûr et tout, ça peut être dangereux, etc. Tu limites tes choix et tout. C'est exactement la même chose, je trouve. Ne pas courir, foncer tête baissée à la première occasion parce qu'on te propose un peu d'argent dans le cas de l'intérim, c'est la même chose que du coup se dire moi je préfère faire un doctorat. C'est pas des études qui vont m'apporter forcément beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose qui me plaît. J'adore l'histoire, c'est quelque chose qui me plaît. Je vais essayer ma chance, etc. Je vais tenter ma chance. Et des fois, ça ne marchera pas. Des fois, il y a des gens qui font des doctorats en droit, ou en histoire, et ils se rendent compte qu'il n'y a pas forcément de débouchés, etc. Mais je pense que le truc le plus dur qu'on puisse vivre dans la vie, c'est le regret. Enfin, de toute façon, en général, quand on pose des questions aux personnes sur leur lit de mort, leur plus grand regret, c'est de ne pas avoir assez essayé. Donc moi, je pense qu'on devrait tous essayer le plus possible et du coup aussi essayer bien. C'est pas essayer pour essayer. Juste pour en venir au couple, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui se contentent de leur couple et donc, comme tu dis, quand tu as des relations longues, ça veut pas forcément dire que la relation est intense, qu'elle est qualitative. Ah mais je pense que la quasi très grande majorité, je pense qu'on est à plus de 90-95% des gens sont pas heureux en couple. Je pense que la très grande majorité des gens ne sont pas heureux en couple. Pourquoi tu penses? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, c'était parce que j'avais fait un calcul j'avais réalisé des études sur le taux de divorce dans les pays développés, qui est à peu près de 50%. Et il y a une idée qui m'est venue en tête, c'était de me dire qu'en fait, quand tu regardes les gens autour de toi, les gens mariés, c'est l'élite en fait. Genre, c'est déjà... Les gens qui se marient, ils sont déjà loin. Et si eux, déjà, la moitié d'eux divorcent, et en fait, c'est quoi en fait le nombre de gens heureux en couple de base? Et du coup, en plus, il faut prendre en compte que la moitié divorce, mais ça ne veut pas dire que l'autre moitié est heureuse. Hein. Et on connaît plein de gens qui ont grandi avec des parents qui ne se supportaient pas, etc., qui restaient pour les enfants. Et donc, du coup, j'ai essayé de regarder un peu, j'ai essayé de faire mes calculs pour voir à peu près combien de gens pourraient être heureux. J'ai essayé de faire des études là-dessus, etc. Et en fait, moi, de ce que j'ai trouvé, mais ça ne vaut pas grand-chose parce que c'est mes calculs à moi, et j'adorerais pouvoir faire des études, faire des recherches là-dessus, etc. J'espère pouvoir plus tard. Mais moi, je suis tombé à 95-97% des gens qui n'étaient pas heureux en couple. Est-ce qu'il faut être soi-même à 100% dans une relation amoureuse? Ouais, mais il faut être soi-même. Mais je veux dire, ça veut dire qu'il faut être, comme je le dis souvent, il faut déjà, avant le premier mariage, avec quelqu'un d'autre, qu'il faut se marier avec soi-même déjà. Il faut trouver le mariage, l'équilibre qui nous permet d'être pleinement nous-mêmes et pas juste subir la dictature de l'enfant qui est en nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup. On a tendance à beaucoup s'identifier comme cet enfant qui est en nous, mais on n'est pas que ça. On n'est pas des animaux, enfin, on a toute une capacité à réfléchir qui ne demande qu'à être utilisée. Et si on ne l'utilise pas, en fait, ça va faire que constater les dégâts que l'enfant fait.
Et du coup, ben, ça va amener du regret, ça va amener le fait de faire beaucoup de fois les mêmes erreurs, et donc du coup ne pas comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi, et juste se constater que ben, ouais, ben, l'amour c'est nul, les mecs sont tous pareils, les filles sont toutes pareilles, alors qu'en réalité c'est peut-être nos schémas qui sont tous pareils. Comment on sait si on est nous-mêmes dans une relation? Ah, comment dire, c'est une introspection. Enfin, faut savoir, avant de sortir avec quelqu'un, il faut savoir qui on est, et quand on sait qui on est, ben, on sait qui on n'est plus. Et donc du coup, si dans une relation on est amené à faire des trucs qu'on n'aime pas, eh ben, on sait qu'on n'est plus nous-mêmes. Mais il faut savoir qui on est. Pourquoi est-ce que c'est aussi dur d'être nous-mêmes dans une relation amoureuse et pas dans une relation amicale ou familiale? Alors, pour moi, ça dépend de quel type de relation. Si on parle de relations amoureuses de base, Tinder, tout ça, c'est très dur parce que, ben, en fait, c'est une relation biaisée, en fait. C'est comme faire confiance à son garagiste, alors que son garagiste a tout intérêt à te mentir pour se faire de l'argent. Ou faire confiance à la vendeuse ou au vendeur qui te dit que le jean te va bien, alors qu'il doit vendre des jeans. Donc on a un esprit cartésien derrière quand même. Et il se rend compte que ben, la relation est biaisée de base. On se rend compte que, ben, oui, effectivement, la personne qui est en face de moi, ben, elle va dire que je suis la plus belle ou que je suis le plus beau, mais parce qu'elle a un intérêt. Elle essaye ben, soit de rentrer dans mon lit, soit d'avoir un copain, soit de se faire mousser, Enfin, des fois, c'est juste un jeu, la séduction aussi. Et donc, du coup, c'est normal que être honnête dans un système qui donne la primauté à ceux qui ne le sont pas, et ben, fait qu'on est les perdants, en réalité, dans ce genre de jeu. Alors que dans une relation amicale, bah, les gens les plus toxiques ont tendance à être les plus mis à l'écart. Parce qu'on peut être toxique et se faire croire qu'on est quelqu'un de bien quelques semaines, quelques mois. Après, quelques années, là par contre, c'est possible, mais bon courage. C'est possible. Bon courage, parce que là, on est un psychopathe. Mais pour le coup, oui, c'est possible, mais c'est beaucoup plus rare en termes de gestion de chance. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut... je pense qu'il faut mettre ses chances de son côté, et très clairement, on sait très bien que quand on drague en boîte ou sur les applications, etc., les gens s'inventent souvent des personnages. Et des fois, ils ne s'inventent pas des personnages, ils se pensent être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Et c'est ça aussi le problème, c'est qu'on est face à des... Alors je vais être cru, on est face parfois à des menteurs, mais on est face à des menteurs qui se mentent eux-mêmes aussi parfois. Et ça, c'est très compliqué, parce que ben, voilà, y a des gens qui se pensent hyper généreux, etc., et qui ne le sont pas. Et des fois, ben, en fait, c'est nos yeux qui doivent le voir. Tu laisseras pas ton enfant avec quelqu'un qui dit bah, « moi je suis hyper gentil ». Bah ouais, t'es gentil, bah voilà, voici mon enfant. Je te laisse, je vais partir. Non, mais voilà. Bah, c'est pour ça que je trouve que l'image de l'enfant est pas mal, parce que à ce moment-là, on se rend compte qu'il faut pondérer. On ne laisserait pas notre enfant comme ça à des gens qui se disent juste sympa. C'est vrai. Parle-moi un peu de ta relation, JD. Ben, ça fait... On est ensemble depuis 10 ans en février. Meilleur ami depuis que j'ai 12 ans, 11 ans. Et ouais, en vrai, je suis vraiment fan. Enfin, je suis un grand fan de ma relation. On est tous les deux fans de notre relation. On adore. Enfin, pour nous, notre relation, on est juste des meilleurs amis qui s'embrassent. C'est ça le leitmotiv. Et voilà, c'est quelque chose qui dure. On s'aime et on aime les gens à côté, etc. On n'est pas dans une bulle privée. Voilà, on n'essaie pas d'être fermé au monde, on s'ouvre au monde, on essaie d'aider les gens, de répondre aux attentes des gens, etc. Et c'est une relation où on se fait grandir l'un comme l'autre. Et ça, c'est cool. Et on se respecte aussi, on ne se juge pas. Ça, c'est important. Et voilà, parce que je pense que, par exemple, une de nos grandes forces, c'est la communication. Mais je pense que les gens n'ont pas idée de ce que veut dire la communication. Parce que les gens pensent que communiquer, c'est juste parler et écouter. Mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que ça demande de ne pas être susceptible, d'être capable aussi de ne pas s'énerver. Chaque fois qu'on s'énerve, c'est un couteau dans le dos de la communication. Parce que quand on s'énerve, ça crée un biais de réactance chez l'autre personne. Ça crée de l'animosité, ça détruit un peu toute la conversation, etc. Et donc, il faut savoir rester calme, il faut savoir
faut réussir à essayer de comprendre l'autre, réussir à se faire comprendre, réussir à se comprendre soi-même. Il faut un travail d'introspection, de compréhension de l'autre aussi, parce qu'il y a le langage verbal et non verbal parfois qui jouent, et se faire confiance. Et je pense que c'est vraiment très sous-estimé, et je pense très honnêtement aussi que c'est un des problèmes avec les relations où les gens se connaissent depuis pas longtemps, c'est que c'est extrêmement compliqué de se faire confiance. Et j'ai tendance à croire aussi que un des trucs qui faisait que je voulais sortir avec mes meilleurs amis, c'était aussi que j'ai eu beaucoup de meilleures amies femmes du coup. Et un truc qui me choquait souvent, c'est que elles étaient toutes, quasiment, beaucoup plus proches de moi que de leur mec. Et ça me peinait beaucoup, parce que j'ai pas envie d'être leur numéro un, je préférais que ce soit leur copain, etc. Mais en fait, l'idée, c'est que avec lui, elles doivent jouer un rôle. Ah, mais non, toi, t'es plus beau, je vois que toi. Ah, mais oui, mais toi, il n'y a que toi que je vois. Enfin, tout ce truc du rôle un peu qui est implicite qu'on doit. On n'a pas le droit de penser à son ex, on n'a pas le droit de. Enfin, tous ces trucs qui nous font. Enfin, bien sûr que tout le monde pense à son ex. Enfin, je veux dire, c'est pas malsain en soi. Enfin, c'est normal de penser aux gens qui ont compté pour nous. Mais il faut créer ce monde où non, il n'y a que cette bulle. Et du coup, je sais que par exemple, quand on parle entre mecs, etc., ça n'a rien à voir avec ce que les mecs disent quand leur copine est là, etc. Et je trouve ça dommage de devoir jouer cette comédie. Et surtout qu'en plus, on sait tous qu'on joue la comédie. Et du coup, c'est d'autant plus difficile d'avoir confiance en quelqu'un dont on sait qu'il joue la comédie, mais on l'accepte parce qu'on veut qu'il joue cette comédie pour qu'on se croie le centre du monde. Et je pense que c'est un des gros problèmes, c'est qu'il faut qu'on apprenne qu'on n'est pas je serai jamais le plus beau, je serai jamais le plus drôle, je serai jamais le plus intelligent. Et c'est génial, en fait. Est-ce que tu crois aux relations ouvertes ? Oui, du coup, étant les fils de mes parents qui vont se coucher... Est-ce que tu es dans une relation ouverte, du coup ? Étant du coup dans une relation ouverte... Tes parents le savent pas ? Non, du tout. Ok. Famille Salut chrétienne. papa, maman. Famille chrétienne... Non, du tout. Il faut pas... Ok. Chaque chose en son temps. D'accord. Dis-moi en plus. Et donc oui, pour le coup... Oui, alors, nous on a une relation un peu particulière parce que elle est plus ouverte de son côté que du mien, parce que je suis, encore une fois, pas du genre à voir les gens comme des moyens et plutôt comme des fins. Et j'estime que ma grande peur, le truc qui me ferait vraiment mal, c'est de faire du mal à quelqu'un. Et je pense que pour un mec, le meilleur moyen de faire du mal à quelqu'un, c'est vraiment de commencer à jouer avec les filles, etc. Et du coup, pas pour elle, hein, mais plus par peur de faire du mal à d'autres, ou de donner de faux espoirs à d'autres. Et puis comme j'ai tendance à toujours vouloir un peu aider, etc., je pense que j'aurais du mal à dissocier le truc et j'aiderais les gens avec qui je fais ça et ça crée une relation un peu particulière et ça créerait peut-être de faux espoirs. Donc je préfère me limiter à ma copine en général. Donc la relation libre est unilatérale ? Ouais, on va dire ça. Ouais. Putain, c'est fou, parce que je crois que j'avais jamais entendu parler de ça avant. Ouais, je suis bizarre. Ouais, je pense que t'es un peu bizarre, hein, parce qu'avoir une relation libre en fait, disons que c'est l'exact opposé des relations plus classiques où on essaye, tu vois, c'est un peu... D'être monogame, au final, on se trompe. Non, c'est pas ça. On essaye surtout de gagner. On essaie de gagner ou au moins que ce soit équitable. Faut pas que j'en mette plus, soit je m'en mets autant, mais faut pas que je me fasse avoir dans cette histoire. Et du coup, c'est un peu le truc du 50-50. Je critique pas du tout 50-50 d'ailleurs. Il est temps qu'on aille vers là. Mais moi, je suis plutôt dans l'optique du 100%, 100%. Je donne tout, tu donnes tout. Et je sais que tu vas tout donner parce que je te connais, etc. Et on donne tout et on avance et on voit ce que ça fait. Et on donne tout pour l'autre et pas pour essayer de dire j'ai mis 1 euro, combien il a mis lui donc du coup là on essaie vraiment, moi j'ai 5 000, je mets 5 000, toi t'as 2 000, mais voilà, en vrai ça représente pas les mêmes montants, mais ça représente 100% de nous deux en fait. Et donc ça fait peut-être, donc du coup voilà, pour moi c'est vraiment la vision de on donne tout, je donne tout et voilà. T'as aucune jalousie ? Si, enfin je pense que on est humainement tous jaloux de base, j'aimerais toujours que ce soit avec tout le monde, hein, j'aimerais que
que mes potes me voient comme le meilleur, le plus beau, etc. et tout. Et à un moment donné, il faut savoir mettre l'enfant dans le coin quand il dit des bêtises pareilles. Voilà, je pense que notre capacité à ne pas être jaloux, c'est juste à raisonner cette jalousie, en fait, et faire comprendre qu'en fait, ben non, en fait, genre, c'est pas sain, et ça serait terriblement nul, en fait, si j'étais le meilleur partout. Si je sais pas, je commence un nouveau truc et bim, j'y arrive tout de suite, je suis le meilleur partout, ma vie serait nulle. Enfin, j'ai vraiment eu cette hantise quand j'étais plus jeune du paradis, où on disait que j'aurais tout ce que je voulais tout le temps, et moi, je me disais, mais ça a l'air d'être l'enfer, votre truc, en fait. Genre, c'est quoi l'intérêt, en fait? Si je veux un gâteau, il est là, j'ai pas eu à le faire, j'ai pas eu, enfin, le truc me fait peur, en fait. Le paradis m'a toujours fait peur, même quand j'étais chrétien, le paradis me faisait peur. Et donc voilà, je pense que mon but à moi dans ma vie, c'est que mes meilleurs amis, mes potes, les gens que je connais pas d'ailleurs aussi, mais d'aider le plus de gens possible à être heureux. Et en fait, je ne me vois pas être, pour ma copine, un frein. Donc je vais aider toutes mes potes à avoir un copain avec eux ou à trouver le bonheur là où ils peuvent le trouver, etc. Et ma copine, je vais dire non, le bonheur c'est moi. Et si, je sais pas moi, elle a très envie de quelque chose ou de quelqu'un du coup, et que ça, en fait je me vois pas lui dire mais non, parce que pense à moi, j'ai besoin de croire que c'est moi le plus beau, le plus intelligent, le meilleur, etc. J'ai pas besoin que ma copine se sacrifie sur l'autel de mon égocentrisme. Mais pourquoi est-ce que... égocentrique, hein. Mais pourquoi alors est-ce que on pourrait par exemple... Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas voir cette relation comme moyen et fin, donc comme le deuxième type de relation dont tu parlais avant? Déjà parce qu'elle me pousse beaucoup pour que j'aille vers d'autres. Et ça se joue pas du tout sur les relations sexuelles en réalité. Ça se joue sur... Bah déjà, de base, c'est pas parce que je couche pas avec d'autres filles ou que j'embrasse pas d'autres filles ou quoi que ce soit, que j'ai quand même des relations très proches avec d'autres filles. Et ça pourrait aussi trigger de la jalousie. Enfin d'ailleurs, je mets, on va dire, c'est vrai ce que je vais dire, mais je mets à nu des gens différemment en réalité. Et c'est beaucoup plus intime et ça peut être beaucoup plus inquiétant en réalité que juste un rapport charnel. Et ça, elle l'accepte, elle n'a pas de problème avec ça parce que elle dit toujours que c'est un peu son côté girl power de vouloir aider les autres filles et qu'elle pense que je peux les aider. Et donc du coup, elle n'a pas de problème avec ça. Mais je pense que, ouais, en réalité, elle a peut-être un rapport plus charnel avec les hommes et moi, j'ai peut-être un rapport plus intime. Et les deux peuvent amener à la jalousie en réalité. Est-ce que dans ton type de relation, on peut avoir de la tromperie ou du coup, par définition, il n'y a pas? Et on peut, du coup, on pourrait si elle me le disait pas. Ça, c'est le truc qui... Ah, ok. Mais encore une fois, ce sont des règles que vous avez établies en train de dire, pour nous, la tromperie, du coup, ça va être ça. C'est ça. Mais après, toutes les tromperies sont des règles établies. Oui, c'est vrai. Pour certaines personnes, le fait de regarder quelqu'un est la plus grande des tromperies. Ouais. Et certains pensent penser à une autre femme. Ouais. Mais t'imagines, mais même certains pensent que, par exemple, ça va être vraiment le contact physique qui va être la tromperie, alors que des fois, il y a un lien émotionnel beaucoup plus intense qui est déjà de l'ordre de la tromperie, même s'il n'y a aucun contact physique. Ouais, je sais. Mais je m'en suis rendu compte parce que du coup, comme je te disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de filles avec qui je suis beaucoup plus proche qu'elles le sont avec leurs mecs. Et en fait, la plupart des mecs ne me voient pas comme un danger parce qu'ils ont compris que je ne toucherai jamais à leur copine. Et en fait, c'est vraiment que charnel pour certains. Mais d'autres personnes, en fait, ont plus de mal parce que ils se disent non, en fait, vous êtes trop proches, etc. Et à ce moment-là, je n'ai pas de problème à partir. En fait, bon, tant qu'elle est heureuse, en vrai, je ne suis pas là pour être là, en fait. Je suis juste là pour aider. Et si ça aide plus et que ça pénalise, du coup, je partirai volontiers et je serai là s'il y a besoin. Donc ça veut dire que le concept de moyen fin, c'est vraiment, en fait, tu t'effaces, tu penses pas à toi, tu penses juste à l'autre personne. Alors, pour moi, le moyen fin, j'utilise toujours l'exemple de Titanic. Et pour moi, reconnaître quelqu'un comme une fin, c'est quand tu es capable de te tuer pour cette personne. Donc, quand Jack est capable de mourir pour Rose, alors il aurait pu prendre la place. Il aurait pu, dans cet océan, on aurait pu voir l'humain à son pire, le plus égocentrique, comme tu disais au tout début. On aurait pu voir Jack qui pousse Rose pour essayer de survivre, etc. Et il aurait pu le faire, en fait. Et c'est là où je dis qu'on a le potentiel que les animaux n'ont pas, de pouvoir, en fait, juste dire, je reconnais tes intérêts, je reconnais ton existence, je les estime supérieurs aux miens, dans le sens où mes intérêts, c'est de te voir heureuse.
Et donc du coup, il préfère partir que de la voir mourir. Ou risquer de mourir. Et donc du coup, pour moi, c'est ça. Alors après, du coup, effectivement, c'est quelque chose à manier avec précaution, parce que ça peut ramener... ça peut te mettre dans les mains des personnes très toxiques qui pourront te... Et du coup, encore une fois, apprenez à connaître les gens avant de... Disons que vous voyez toujours des gens comme des fins, mais n'offrez pas toujours autant de votre enfant que protégez votre enfant. Et permettez à votre enfant, du coup, pour qu'il puisse s'épanouir, d'être dans une relation intriquée avec des gens qui les voient comme une fin aussi. Mais du coup, il faut vraiment faire en sorte que vous soyez sûr que ce cadre soit bon pour votre enfant. Et c'est pour moi le meilleur conseil que je puisse donner. Et c'est pas beaucoup de gens qui le font, mais je me dis que d'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont heureux. Donc c'est peut-être qu'il y a un lien. JD, si tu devais résumer ta philosophie de vie en une phrase, ce serait laquelle? Alors j'en ai une. Alors ouais, enfin, du coup je l'ai déjà dit, celle de moyen-fin, du coup je vais parler de la deuxième. Et ça c'est ma philosophie de vie personnelle qui me fait avancer, on va dire, tous les jours. Et elle est grecque. Et elle s'appelle Kalos Kagatos, qui veut dire... c'est l'équivalent grec, en mieux fait, d'un esprit sain dans un corps sain. Et c'est l'idée de se développer à la fois... Enfin, ça veut dire beau et bon, en grec. Et c'est l'idée de pouvoir être bon, donc du coup quelqu'un de généreux, de gentil, mais aussi de bon dans les choses, donc intelligent, qui sait bien faire les choses, etc. Et de l'autre côté, le beau, du coup. Je pense qu'on est aussi attiré par le beau, donc ça va être aussi regarder ce qui est beau. Là, je parle d'art, hein, je parle pas des gens, mais aussi, si vous voulez, aussi essayer de se développer physiquement, donc c'est le sport, la musculation, etc. Et c'est vraiment encore un mariage entre le corps et l'esprit pour moi. C'est vraiment essayer de maximiser son corps et son esprit. Donc c'est vraiment ma doctrine personnelle. Super JD, merci beaucoup. Parlons plus et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux.